Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine. On va parler aujourd'hui de la WWE, de la New Japan ou encore de WWE 2K20. Mais d'abord, pour rappel, comme je vous l'ai précisé dans la review de Raw, je pars en vacances de jeudi jusqu'à lundi, ce qui fait qu'il n'y aura pas de vidéo review cette semaine pour AEW Dynamite et NXT comme chaque jeudi, ni de review de SmackDown samedi. Mais vous aurez le droit aux résultats complets sur catchclub.fr. Donc voilà, c'est juste cette semaine, mais je serai de retour dès la semaine prochaine. Mais du coup, je vous ai tout de même préparé quelques vidéos pendant mon absence, notamment des interviews. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez pu voir l'interview de Tyler Bate qui est sortie lundi. Donc Tyler Bate, l'un des pionniers de NXT UK. Et fin de semaine, je vais également vous sortir l'interview de Jinder Mahal, mais également une interview surprise, une interview bonus. Mais on commence aujourd'hui avec les news. On va notamment parler de Jon Moxley, de Ronda Rousey ou encore de Eric Bischoff. Mais on commence avec WWE 2K20. Donc pour rappel, j'étais invité à Londres la semaine dernière afin de pouvoir jouer à WWE 2K20 en avant-première et donc rencontrer les superstars que j'ai pu interviewer. Et donc personnellement, comme vous le savez, moi je suis pas un énorme gamer, je vais me lancer dans des vidéos WWE 2K20 une fois que le jeu va sortir le 22 octobre, mais ces dernières années je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de jouer, du coup c'est difficile pour moi en fait d'effectuer de réelles comparaisons. En fait WWE 2K20 va être la base pour moi et ensuite je pourrai vraiment comparer les prochaines années quand on aura le 21, le 22, etc. Donc personnellement, tout ce que je peux vous donner, c'est mes impressions en tant que noob, on va dire, en tant que nouveau joueur. Et donc pour info, durant cette journée à Londres, d'abord on a eu le droit à une présentation de WWE 2K20 par les créateurs du jeu, puis par la suite, chaque média qui était invité était placé dans une salle où on avait chacun un ordinateur avec une Xbox, et donc on pouvait tester le jeu, on pouvait tester tous les différents modes. Pour info, il y avait d'autres youtubeurs avec moi, par exemple à ma droite il y avait Quoty, ou alors en face de moi il y avait Axel et Aurélien que vous connaissez également. Et donc personnellement, je vous avoue que j'ai pas trop testé tout ce qui était mode carrière par exemple, parce que je veux dire ça on le fera ensemble une fois que j'aurai le jeu à la maison. Donc là en fait j'ai surtout fait des matchs simples ou alors des matchs avec des stipulations. Les Hell in a Cell, les cage match, les matchs hardcore, etc. Car je voulais voir si la prise en main du jeu était compliquée pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis des années. Et honnêtement j'ai clairement beaucoup galéré lors de mon premier match. Je crois que lors de mon premier match j'ai réussi à mettre un coup ou deux, donc je me suis fait exploser par l'ordinateur. Mais je vous avoue qu'au bout de 2 ou 3 matchs j'ai commencé à ressentir des sensations, on va dire. J'ai mieux compris comment utiliser les boutons. D'ailleurs, je vous mets à l'écran les nouveaux boutons pour PlayStation 4. Il faut savoir que les boutons ont changé cette année. Donc pour frapper par exemple, c'est carré, mais pour contrer maintenant, c'est triangle. À côté de ça, avec le bouton rond, vous pouvez envoyer l'adversaire dans les cordes ou encore effectuer le tombé. Et avec le bouton X, vous pouvez effectuer différentes prises ou des soumissions. Et directement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est une question de timing WWE 2K20. Afin de pouvoir contrer correctement, afin de pouvoir se dégager d'un tombé, etc. Tout est une question de timing qui vient assez rapidement avec l'entraînement. Puis concernant le mode carrière, il faut savoir que durant la présentation, on a eu le droit à quelques infos supplémentaires. Donc pour info, par rapport à l'année dernière, le gros changement, c'est que cette année, dans le mode carrière, vous gérez un personnage masculin et un personnage féminin. Donc d'après mes souvenirs, en fait, ce sont deux amis qui vont commencer ensemble au niveau des ligues indépendantes et on va les suivre jusqu'au WWE Hall of Fame. Quelques détails par rapport au mode carrière, alors il a une durée de vie de 20 heures, avec 18 chapitres, 12 nouveaux environnements et une centaine de matchs, combats et bagarres. Et 2K a vraiment cherché à ce que le mode carrière soit unique cette année, car il faut savoir qu'il y a plus de 2700 lignes spécifiques de dialogue pour le mode My Carrière et environ 270 scènes cinématiques. À côté de ça, pour info, si vous précommandez le jeu actuellement, vous avez un pack spécial qui s'appelle le pack Bump in the Night. Et en gros, en fait, c'est un pack qui vous permet d'effectuer des combats dans un espèce de lac ou on va dire un marais hanté, et vous avez des versions différentes de plusieurs catcheurs, des versions horreur, on va dire. Donc personnellement, je n'avais pas ce mode sur ma console, mais il y avait d'autres personnes qui avaient ce mode qui était présent sur leur console, donc j'ai pu regarder et je trouve que c'est vraiment pas mal au niveau des graphismes. En tout cas, ça ajoute un plus au jeu, ça ajoute un mode un petit peu différent. Puis bien entendu, vous avez également un mode qui est consacré à la révolution féminine. Vous avez une tower qui sera consacrée à Roman Reigns. Donc voilà, j'ai clairement pas eu le temps de tout tester durant cette journée à Londres, parce qu'à côté de ça, on avait également des interviews à gérer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, j'ai hâte de jouer à 2K20 parce qu'il y a vraiment plusieurs modes de jeu intéressants à explorer. Et donc on verra tout ça ensemble une fois que j'aurai le jeu. Et on fera un point également sur les graphismes, car il y a certains catcheurs qui sont un peu moins bien faits que d'autres. Mais donc je préfère vous montrer tout ça une fois que j'aurai le jeu et que je pourrai vous montrer les images spécifiques à chaque fois. Donc pour rappel, le jeu sort le 22 octobre, mais vous pouvez déjà le précommander dès maintenant. Donc voilà, c'est tout pour la partie WWE 2K20. Maintenant on passe aux news catch et on va commencer avec la WWE et Crown Jewel. Donc pour info,
on a plusieurs matchs qui ont été annoncés ces derniers jours par rapport à Crown Jewel, notamment Tyson Fury contre Braun Strowman, Cain Velasquez contre Brock Lesnar pour le championnat WWE, mais également un match pour déterminer la meilleure équipe du monde. En effet, on va avoir le droit à un tag team turmoil match Coupe du Monde avec plusieurs équipes qui vont se battre pour devenir la meilleure équipe du monde. Et donc parmi ces équipes, on a les Viking Raiders, les Revival, le New Day, Dolph Ziggler et Robert Roode, les Heavy Machinery, la Lucha House Party, Zack Ryder et Kurt Hawkins, les OC et la B-Team. On a également Cesaro qui va affronter Mansoor, Roman Reigns qui est censé avoir un match contre un adversaire qui n'a pas encore été annoncé, un match 5 contre 5 entre la Team Hogan et la Team Flair, et enfin lors de Raw, la WWE a annoncé un nouveau match. Il s'agit d'un match Falls Count Anywhere entre The Fiend et Seth Rollins pour le titre universel. Donc The Fiend va avoir une nouvelle chance pour pouvoir remporter le titre universel, ce qui est assez curieux car depuis le draft, Bray Wyatt et The Fiend ont été draftés à SmackDown. Donc logiquement, il y a très peu de chances que Bray Wyatt remporte le titre universel, sinon on se retrouverait avec le titre universel et le championnat WWE à SmackDown. Et à côté de ça, ce booking nous prouve une chose, c'est qu'encore une fois, la WWE fait un petit peu les choses à l'arrache à la dernière minute, car à la base, Seth Rollins était annoncé comme le capitaine de la Team Hogan pour le match Team Hogan contre Team Flair. Du coup, actuellement, Seth Rollins est annoncé pour 2 matchs à Crown Jewel, mais apparemment, d'après les journalistes américains, il va être retiré du match Team Hogan contre Team Flair, et donc il aura uniquement son match face à The Fiend. Ensuite, on continue avec une news qui concerne un ancien catcheur de la WWE, il s'agit de Dean Ambrose qui se fait à nouveau appeler maintenant Jon Moxley. Il faut savoir que Jon Moxley était le champion des États-Unis de la New Japan, et il devait défendre son titre le week-end dernier face à Juice Robinson. Mais malheureusement, à cause de la tempête et du typhon qui a lieu actuellement au Japon, Jon Moxley n'a pas pu se rendre au Japon pour défendre son titre, son vol a été annulé. Du coup, la New Japan a décidé tout simplement de lui retirer le titre. Car habituellement, du côté de la New Japan, quand un champion ne peut pas défendre sa ceinture, on lui retire son titre et le titre devient vacant. Et donc pour info, il faut savoir qu'à la place, la New Japan a organisé un match entre Juice Robinson et Lance Archer pour le championnat des États-Unis, et c'est Lance Archer qui est devenu le nouveau champion US de la New Japan. On continue maintenant avec une news qui concerne le draft, car mardi soir, on avait le droit à une preview du nouveau show WWE sur Fox, présenté par Renee Young et Booker T. Et lors de cette preview du show de WWE Backstage, Triple H a annoncé un échange entre Raw et SmackDown. En effet, Triple H a confirmé que Raw et SmackDown se sont mis d'accord pour que Alexa Bliss et Nikki Cross, qui avaient été draftés à Raw, soient échangés à SmackDown. Donc ça nous avait été vendu comme un échange énorme, mais au final, je vais dire honnêtement, c'est pas si énorme que ça. Du coup, Alexa Bliss et Nikki Cross se retrouvent à SmackDown, et apparemment Raw va recevoir quelque chose en échange, mais ça n'a pas encore été annoncé pour le moment. À côté de ça, il faut savoir qu'il y a pas mal de catcheurs qui n'ont pas été choisis durant le draft, notamment les Usos. Et donc en fait, les Usos ne sont plus utilisés actuellement depuis la dernière arrestation de l'un des frères Usos. Je vous avais parlé de tout ça en vidéo et sur catchclub.fr. Suite à cette arrestation, la WWE avait donné un petit peu de repos aux Usos, mais également à Naomi. Et pour Naomi, en fait, c'est parce qu'apparemment, elle a eu un décès dans sa famille. Mais il faut savoir que les Usos sont prêts à revenir. D'ailleurs, ils étaient présents plusieurs fois en coulisses ces dernières semaines, mais actuellement, la WWE n'a tout simplement pas de plan pour eux. Donc les Usos attendent que les officiels trouvent une storyline correcte afin de pouvoir les amener à nouveau à l'écran. Et comme j'en ai parlé sur catchclub.fr concernant Samoa Joe et Drew McIntyre, il faut savoir que les deux catcheurs étaient blessés récemment et qu'ils attendent le feu vert des médecins afin de pouvoir remonter sur le ring. Mais en parlant d'arrestation, on va justement continuer sur ce sujet en parlant de Jeff Hardy. Donc je vous avais parlé la semaine dernière du fait que Jeff Hardy s'est fait arrêter pour conduite en état d'ébriété. Pour rappel, la police avait reçu un appel qui disait qu'une voiture roulait de manière dangereuse sur la route. Du coup, la police a cherché cette voiture et quand ils l'ont retrouvée, elle était garée en face d'un magasin d'alcool. Donc la police est restée sur place pour voir qui était le conducteur, et à ce moment-là, ils ont vu le conducteur sortir du magasin avec une caisse de bière, et il s'agissait de Jeff Hardy. À ce moment-là, Jeff Hardy a repris la route, mais apparemment, il avait beaucoup de mal à conduire de manière droite. Du coup, la police l'a arrêté, ils ont effectué un contrôle, et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que Jeff Hardy était en état d'ébriété. Il faut savoir que Jeff Hardy a refusé l'alcotest, mais également une prise de sang. Du coup, les policiers ont dû demander un mandat à un juge afin de pouvoir effectuer une prise de sang sur Jeff Hardy. Et à côté de ça, dans le rapport de police, on peut voir qu'un policier s'était rendu compte que Jeff Hardy avait des traces de sang près du nez. Et quand ils ont demandé à Jeff Hardy d'où venaient ces traces, Jeff Hardy a expliqué qu'il avait eu une bagarre un peu plus tôt avec sa femme, et donc apparemment c'est sa femme qui l'aurait frappé. Et donc on espérait tous que la situation se calme pour Jeff Hardy, mais malheureusement cette semaine c'est sa femme qui a relancé l'affaire en s'en prenant à Matt Hardy à travers les réseaux sociaux. Car suite à l'arrestation de Jeff Hardy, Matt Hardy a commenté l'affaire sur Twitter en disant qu'il a tout essayé. Il a demandé à Jeff Hardy des dizaines de fois d'arrêter l'alcool et de reprendre
reprendre sa vie en main, mais malheureusement Jeff Hardy n'écoute pas, donc Matt Hardy ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est se concentrer sur sa vie et ses actions. Et donc cette semaine, la femme de Jeff Hardy a dit que ce n'était pas sympa de la part de Matt Hardy de mettre des commentaires en ligne, alors qu'il aurait pu tout simplement venir parler directement à son frère. Mais derrière, en fait, on a eu la femme de Matt Hardy qui a attaqué la femme de Jeff Hardy sur les réseaux sociaux. Elle a dit que la femme de Jeff Hardy ne s'occupait pas de la santé de son mari et que tout ça allait mener à la mort de Jeff Hardy. Mais pourtant, selon la femme de Matt Hardy, la femme de Jeff Hardy préfère se voiler la face, elle préfère faire semblant que tout va bien chez elle et cacher ses problèmes familiaux au reste du monde. La femme de Matt Hardy précise qu'elle sait de quoi elle parle car elle a vécu la même chose avec Matt Hardy, mais aujourd'hui Matt Hardy est clean et il ne fait plus de mal à qui que ce soit. Donc voilà, la situation est très tendue au sein de la famille Hardy, mais ce qui est surtout dommage en fait, c'est qu'ils en parlent sur Twitter au lieu de se poser tous ensemble et d'essayer de régler ces problèmes avant qu'il n'arrive quelque chose de grave à Jeff Hardy. On continue maintenant avec Ronda Rousey. Donc pour info, la semaine dernière, la WWE a tenu une conférence de presse vendredi avant SmackDown pour annoncer les matchs entre Tyson Fury et Braun Strowman et Cain Velasquez et Brock Lesnar à Crown Jewel. Et après cette conférence de presse, Triple H a répondu aux questions des journalistes et il a notamment parlé de Ronda Rousey, et il faut savoir que Triple H a confirmé que Ronda Rousey va effectuer son retour à la WWE. Triple H a dit qu'il n'a pas de date précise en tête, mais Ronda Rousey va revenir, car Triple H explique que la WWE est devenue comme une seconde famille pour Ronda Rousey. Il dit que Ronda Rousey est en contact avec les catcheuses et les officiels en permanence et qu'elle propose même des idées par rapport à son retour. Donc Triple H dit qu'il ne sait pas quand elle reviendra, mais ce sera sûrement plus tôt que tard. Donc voilà, bonne nouvelle pour tous les fans de Ronda Rousey, elle va revenir dans les rings de la WWE. Maintenant, comme Triple H l'a dit, on n'a pas de date précise, mais à mon avis, si je devais donner une période, je pense qu'elle reviendra vers fin 2019, début 2020, afin de pouvoir préparer une storyline pour WrestleMania 36, potentiellement pourquoi pas contre Becky Lynch. Et donc on va terminer avec les deux grosses breaking news de la semaine, et on commence avec Mike Kanellis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Mike et Maria Kanellis ont re-signé avec la WWE en juin 2019. Ils ont tous les deux signé un nouveau contrat pour une durée de 5 ans. Et donc depuis, on les a vus un petit peu plus utilisés, mais au final, c'est pas dans de très grandes storylines, et quand on voit Mike Kanellis, c'est souvent pour se faire humilier par sa femme. Du coup, il y a 3 jours, Mike Kanellis a posté un message sur Twitter où il a déclaré qu'il a demandé à être libéré de son contrat par la WWE. Mike Kanellis souhaite remercier la WWE pour toutes ces opportunités, mais il explique qu'aujourd'hui il a 34 ans et il sent qu'il a encore beaucoup de choses à offrir. Il continue en disant que catcher un jour par semaine ce n'est pas assez pour lui, ce n'est pas un mode de vie qui lui convient. Et à la base il a re-signé en juin dernier car il pensait que c'était le meilleur choix pour lui et pour sa famille, surtout d'un point de vue financier. Mais au final il s'est rendu compte qu'il ramenait sa frustration et sa misère chaque soir à la maison et il ne voulait plus faire subir ça à sa femme et sa fille. Il explique qu'il ne veut plus que sa famille le voie chaque jour totalement triste, abattu et énervé, et qu'il a rêvé toute sa vie d'être catcheur professionnel, donc il ne va pas arrêter maintenant. Kanellis explique qu'il a perdu 4 années où il a été accro aux drogues, alors que pendant ces années il aurait dû avoir les meilleurs matchs de sa vie. Et donc c'est maintenant qu'il veut ces matchs, c'est maintenant qu'il veut ces matchs de 30 minutes à travers le monde. Il veut catcher au Japon, il veut catcher devant le public allemand, devant le public anglais, etc. Et surtout il veut montrer à sa fille qu'il faut travailler pour pouvoir gagner son argent. Donc Mike Kanellis a demandé à être libéré de son contrat, mais maintenant la grande question c'est est-ce que la WWE va accepter? Car par exemple en début d'année la WWE a accepté de libérer Goldust puis Shawn Spears, mais depuis le lancement de la AEW et la signature de Goldust et Shawn Spears à la AEW justement, la WWE n'accepte plus automatiquement de libérer ses catcheurs quand ils le demandent. Par exemple, Luke Harper a demandé à être libéré de son contrat cet été, mais la WWE a refusé. Donc on verra quelle sera la décision de la fédération dans les prochains jours, et pour info, Maria Kanellis, la femme de Mike Kanellis, a précisé qu'elle n'a pas demandé à être libérée de son contrat de son côté. Et donc on va terminer avec une breaking news qui est sortie dans la nuit de mardi à mercredi, et qui est arrivée en plusieurs étapes en fait. Donc la première étape mardi soir, c'est que la WWE a annoncé qu'elle a remplacé Eric Bischoff à la tête de SmackDown par Bruce Pritchard. Bruce Pritchard devient donc le nouveau directeur exécutif de SmackDown, et il aura le contrôle créatif du show, et il fera également en sorte d'intégrer le contenu de SmackDown sur toutes les plateformes de la WWE. Et donc quand la WWE a fait cette annonce du remplacement de Eric Bischoff, la situation était encore assez floue hier soir, car on ne savait pas si Eric Bischoff était licencié, s'il avait quitté la WWE, ou s'il était encore au sein de la fédération. Mais quelques minutes plus tard, la WWE a publié un communiqué où ils ont précisé qu'ils ont libéré Eric Bischoff, et donc Eric Bischoff ne fait plus partie de la WWE. Donc voilà, c'est un changement assez étonnant car ça fait seulement 2 semaines que SmackDown a été lancé sur Fox, et à la base le rôle principal d'Eric Bischoff c'était justement d'être l'intermédiaire entre Fox et la WWE,
WWE, car Eric Bischoff connaît très bien ce que c'est que de travailler avec des chaînes télé. Il faut savoir que Eric Bischoff était arrivé à la WWE en juin, et il avait été nommé directeur exécutif de SmackDown au même moment où Paul Heyman avait été nommé directeur exécutif de Raw. Et à la base, Eric Bischoff donnait vraiment l'impression d'être motivé. Il faut savoir qu'il a loué un camion et qu'il a fait la route de chez lui du Wyoming jusqu'au Connecticut. Il a déménagé du Wyoming au Connecticut, donc il y a tout de même 30 heures de route, afin de se rapprocher du siège de la WWE. Donc il a totalement quitté son ancienne vie et son cadre pour pouvoir s'installer près du siège de la fédération et pouvoir bien faire son travail. Mais au final, 4 mois après son arrivée, il est déjà viré. Pour info, il faut savoir qu'on n'a pas de détails actuellement sur la situation, on ne sait pas ce qui a mené exactement au licenciement de Eric Bischoff, mais d'après plusieurs journalistes, Bischoff n'était pas très impliqué du côté de SmackDown, alors que Paul Heyman est très impliqué du côté de Raw. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve vendredi pour l'interview de Jinder Mahal, et dimanche pour l'interview bonus. Ciao tout le monde!